Sorti dans les salles en France en novembre 2014, Interstellar est le 9e film de Christopher Nolan. Ce n'est pas le premier film tournant autour de la science que nous propose le réalisateur britanno-américain, puisqu'il avait déjà fait part de son intérêt dans Le Prestige en 2006 ou dans Inception en 2010. Mais avec Interstellar, Nolan plonge dans un voyage aux confins de l'univers avec pour mot d'ordre le réalisme. Et pour cela, il va y mettre les grands moyens en faisant appel à Kip Thorne, un physicien théoricien expert dans les applications de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Les deux hommes, ainsi que Jonathan Nolan, le frère de Christopher et scénariste, vont alors écrire un scénario d'une épopée intergalactique digne des plus grands films de science-fiction, tout en essayant de conserver une vraisemblance scientifique irréprochable. Dans cette vidéo, nous allons analyser les différents éléments scientifiques et vérifier s'ils sont valides ou non. Nous allons parcourir la trame dans l'ordre chronologique et essayer de donner une explication plausible aux divers éléments rencontrés. Je vais tâcher d'être le plus clair possible et d'avoir un niveau de détail satisfaisant sans me perdre dans les méandres des théories les plus abstraites et inaccessibles aux pauvres petits esprits que nous avons. Beaucoup des concepts que je vais vous présenter sont très bien expliqués dans le livre de Kip Thorne sur la science dans Interstellar. Je me suis d'ailleurs basé sur cet ouvrage pour construire mon raisonnement. De plus, le film étant extrêmement dense en concepts scientifiques, je vais découper cette analyse en plusieurs parties. Attention, cette chronique comportera des spoilers. Aussi, je vous conseille vivement de regarder ce film, surtout qu'il est selon moi l'un des chefs-d'œuvre du cinéma de science-fiction. Les performances de Anne Hathaway et Jennifer, s'il te plaît, Matthew McConaughey, sont époustouflantes, et la bande originale signée Hans Zimmer méconnaissable transporte le spectateur au-delà de notre planète dans l'immensité du vide intersidéral. Donc s'il vous plaît, regardez ce film dans les meilleures conditions possibles, et c'est parti. Le film commence sur la présentation d'une Terre de moins en moins accueillante où l'humanité connaît une crise alimentaire sur le point de la détruire. Le maïs est désormais la seule céréale résistante et toutes les ressources disponibles sont tournées vers la production de nourriture. On retrouve dans ce cadre dévasté Cooper, un ancien ingénieur et pilote de la NASA, aujourd'hui agriculteur surqualifié. Il tente de faire vivre sa famille composée de son fils aîné Tom, futur agriculteur, sa fille Murphy, qui est passionnée de conquête spatiale, et de son beau-père, Donald. Alors que la famille survit face aux nombreuses tempêtes de poussière, Murphy doit faire face à un phénomène étrange dans sa chambre. Un fantôme, comme elle l'appelle, ferait tomber des livres de sa bibliothèque, selon elle dans le but de lui laisser un message. Puis, un peu plus tard dans le film, une perturbation gravitationnelle, toujours dans cette chambre, indiquera à Cooper et sa fille les coordonnées géographiques de la NASA qui travaillent secrètement sur une mission afin de sauver l'humanité. Alors, arrêtons-nous quelques instants pour faire le point. Tout d'abord, j'ai conscience de la piètre qualité de mon résumé, mais je pars du principe que vous avez vu le film. Commençons par l'état de la planète. Nous avons peu d'informations sur ce qui s'est passé sur Terre. Une maladie, le mildiou, ravage les cultures de céréales les unes après les autres, forçant l'homme à se battre pour sa survie. Cette pathologie existe et est causée par de petits organismes appelés oomycètes, qui sont notamment responsables de la grande famine qui toucha l'Irlande entre 1845 et 1852, et qui détruisit les cultures de pommes de terre, ce qui provoqua la mort de près d'1 million de personnes. Est-il cependant possible qu'aujourd'hui, ou dans un futur proche, une telle catastrophe puisse arriver? Nolan s'est entouré de plusieurs experts en biologie des plantes et de leurs agents pathogènes pour répondre à cette question. Ceux-ci ont présenté plusieurs scénarios basés sur le réchauffement climatique, la guerre opposant humains et pathogènes et autres paramètres, qui débouchaient tous sur une société en ruine qui manque de nourriture et bientôt d'oxygène. Donc il semblerait que ce premier élément soit respecté, même si je n'ai pas creusé le sujet à fond, je vous l'accorde. Le second point que nous rencontrons est celui du fantôme. Nous reviendrons dessus à la fin, comme vous pouvez vous en douter. Enfin, il y a cette histoire de perturbation gravitationnelle. Il s'agit d'une déformation de la gravité qui a été provoquée afin de coder les coordonnées géographiques de la NASA. Et là on s'attaque à un gros morceau, donc on va devoir commencer à expliciter les différents concepts qui se cachent derrière ce phénomène. Ça va être dur, mais on va y arriver. Commençons simplement par expliquer ce qu'est la gravitation.
La gravitation est l'une des 4 forces fondamentales, la force gravitationnelle, avec la force électromagnétique, la force faible et la force forte. La force gravitationnelle vient du champ gravitationnel que l'on appelle aussi gravité, et qui est créé par la présence d'une masse qui fait office de charge, tout comme la charge électrique pour la force électromagnétique. Ne vous inquiétez pas trop de la différence entre gravitation et gravité, elle ne sera pas essentielle pour la suite. Donc cette déformation de la gravité est une déformation des lignes de force gravitationnelles. C'est pour cela que la pièce que jette Cooper suit une trajectoire qui n'est pas naturelle. En modifiant les lignes de force, la pièce n'est pas soumise à la force habituelle, que nous appréhendons bien, mais à une nouvelle qui lui donne cette trajectoire si particulière. Les déformations de lignes de force gravitationnelles existent bel et bien, mais sont rares. Elles peuvent être provoquées par de grands changements de la densité de la croûte terrestre. Par exemple, si on se place au-dessus d'une grande réserve de pétrole, la densité du sol est beaucoup plus faible, et on observera localement de très légères modifications de la gravité. C'est notamment ainsi que l'on cherche du pétrole. Cependant, a priori, il est impossible d'obtenir une déformation aussi importante et localisée aussi précisément en modifiant la structure de la croûte terrestre. De plus, la NASA, celle du film, semble ne pas connaître la provenance de telles déformations, donc il n'y a pas eu de modification de la structure de la planète, sinon ils le sauraient. La seule chose qu'ils nous apprennent, c'est que ces déformations proviennent d'une entité supérieure désignée sous le nom de E. Se peut-il alors qu'une entité aussi avancée technologiquement soit-elle puisse ainsi agir sur notre gravité? Si oui, comment? Et sinon, sommes-nous alors déjà devant le premier faux pas de Interstellar? Eh bien, a priori, c'est théoriquement pas impossible. Et pour expliquer plus précisément le pourquoi du comment, il va falloir nous plonger bien plus loin dans des théories très ardues. Nous allons donc commencer par éclaircir tous ces concepts bien étranges que l'on a pu tâter tout le long du film, à savoir le bulk, la 5e dimension, et ce que la gravité vient faire là-dedans. Attaquons tranquillement. Dans notre univers, on a un espace en 3 dimensions, X, Y, Z pour les matheux, ou simplement haut, bas, nord, sud et est, ouest. On ajoute à cette base le temps, qui a une dimension. C'est ainsi que nous percevons le monde depuis des millénaires, et c'est vrai. Là où ça se complique un peu, c'est lorsqu'Einstein dévoile sa théorie de la relativité générale en 1915. Il propose alors de considérer l'espace et le temps comme un tout, l'espace-temps, qui a la particularité de se courber en fonction de l'intensité de la gravité. Se courber pourquoi pas? Mais dans quoi? Eh bien c'est là qu'apparaît la notion de bulk. Et afin de visualiser ce que c'est, car c'est très dur pour l'esprit humain, représentons notre univers en 2 dimensions au lieu de 3, c'est-à-dire en une membrane ou un drap flottant dans un espace en 3 dimensions. Nous serions alors des êtres en 2 dimensions, uniquement conscients de celle-ci. Eh bien, dans notre exemple, le bulk est cet espace auquel on ajoute la dimension temporelle. Attention, point très important à comprendre, le bulk ne fait pas partie de notre univers. Lorsque je dirai univers ou espace, je parlerai de notre univers et ses 3 dimensions spatiales. Sinon, je dirai hyperespace ou utiliserai l'adjectif hyperdimensionnel. Donc le bulk, c'est un hyperespace dans lequel flotte notre univers avec la dimension temporelle en plus. Il est cependant possible d'exprimer mathématiquement un espace-temps courbe sans introduire la notion d'hyperespace. Il est également possible d'appliquer les équations de la relativité générale qui décrivent la courbure de l'espace-temps sans utiliser le bulk. Mais alors vous me direz, est-ce que le bulk existe? La réponse tombe en 1984 lorsque Michael Green et John Schwartz font une découverte fondamentale dans leurs travaux sur les lois de la gravitation quantique. Cette découverte mène à la théorie des supercordes qui, sans rentrer dans les détails, fonctionne uniquement si notre univers est une membrane de 3 dimensions spatiales et d'une dimension temporelle, dans un tout, le bulk, disposant de 6 dimensions spatiales supplémentaires que l'on appelle extradimensions. C'est comme ça, 6 extradimensions. C'est-à-dire, pour résumer, qu'il y a les 3 dimensions spatiales de notre univers, auxquelles s'ajoutent les 6 extradimensions spatiales du bulk, et le temps comme 10e dimension. Ce qui veut dire que nous évoluons dans un espace à 3 dimensions, qui se courbe dans un hyperespace de 9 dimensions. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que les extradimensions du bulk ne seraient pas complètement isolées de nos 3 dimensions. Et si une membrane du bulk évoluant dans les extradimensions
pouvait avoir une influence sur la nôtre. Et si un objet du bulk qui traverserait notre univers pouvait modifier sa gravité localement? Vous commencez à sentir où ça nous mène? Encore 2-3 petites explications et on y arrive. Bon, le bulk c'est fait. Mais là vous vous dites que je parle de 9 dimensions spatiales et d'une dimension temporelle, soit 10 dimensions, alors que dans le film, on ne nous parle que de la 5e dimension. En fait, afin de faciliter la compréhension du spectateur, Christopher Nolan a préféré s'en tenir à une seule extra-dimension, ce qui est relativement noble de sa part. C'est-à-dire que dans le film, le bulk n'a pas 6 extra-dimensions, mais qu'une seule. Ce qui nous fait nos 3 dimensions spatiales à nous, plus la dimension temporelle que l'on appelle généralement la 4e dimension, plus la 5e, l'extra-dimension spatiale du bulk, la Outback dimension. Bon, c'est très bien, mais la gravité dans tout ça? Avant de répondre, croyez-moi, ça arrive, j'amène juste les choses en douceur pour essayer d'être clair. Revenons sur les objets du bulk. Alors supposons un objet du bulk, typiquement un tesseract, c'est-à-dire un cube en 4 dimensions, ça n'a rien à voir avec ça. Ou bien une hypersphère. On peut se demander à quoi ça ressemble. Il y a une petite expérience de pensée très simple qui permet d'appréhender de tels objets, et cela permet aussi de mieux comprendre ce qu'est un hyperespace. Imaginez-vous de nouveau dans un monde en 2D. Vous êtes une personne en 2D dans un espace en 2 dimensions, comme Astérix sur sa feuille de papier. Que voyez-vous lorsqu'un objet 3D traverse la feuille? Prenons l'exemple d'une sphère, c'est-à-dire un cercle en 3D. Vous ne savez pas ce que c'est, puisque vous ne connaissez que les cercles. Eh bien vous allez soudainement voir apparaître un point, puis un tout petit cercle qui va s'agrandir encore et encore, avant de rétrécir et finalement disparaître. Et comme vous êtes un brillant savant, vous direz « Je viens de voir un hypercercle, une sphère ». Et bien de la même façon, si une hypersphère traverse notre univers en 3D, nous verrions une petite sphère grandir, puis rétrécir avant de disparaître. On applique le même raisonnement pour un hypercube. Je vous invite à regarder les vidéos de Nick sur le sujet, qui prend plus de temps pour expliquer la géométrie d'objets en 4 dimensions. Des personnes se sont donc intéressées à représenter ces objets. Voici donc une hypersphère et un tesseract. Bien. Maintenant que l'on a parlé de l'apparence des objets du bulk, de quoi sont-ils faits? D'atomes, c'est-à-dire de matière comme tout objet connu de notre univers? Sont-ils soumis aux champs électromagnétiques et autres forces que nous connaissons bien? Y a-t-il seulement des champs dans le bulk? Des théoriciens ont étudié le comportement de la matière et des champs dans des hyperespaces, et la conclusion est que toute particule ou tout champ connu des humains, comme un atome, un photon ou le champ électromagnétique, tout cela est confiné à notre espace à 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans un espace hyperdimensionnel. Il n'y a pas de matière telle qu'on la connaît dans le bulk, ni de champ électrique. Cependant, il y a peut-être autre chose, on n'en sait rien. Sauf que la théorie des supercordes nous donne une exception, la gravité. En effet, selon cette théorie, un objet du bulk interagissant avec notre espace laissera une empreinte gravitationnelle. C'est-à-dire que la gravité, qui est au passage, je le rappelle, quelque chose que l'on sait observer, va être modifiée localement par le passage dans notre membrane d'une particule du bulk ou par l'action de champs du bulk. Je ne rentre pas dans les détails de la modification des lignes de force gravitationnelle, car je ne les comprends pas moi-même, mais je vous invite à lire le livre de Kip Thorne ou d'autres articles scientifiques qui traitent du sujet si vous voulez aller plus loin. En tout cas, on a fini, et à partir de ce point, il n'y a qu'un pas à faire pour dire qu'une civilisation technologiquement bien plus avancée que la nôtre, comme celle présentée dans Interstellar sous l'appellation E, qui appréhende un espace à 5 dimensions et qui arrive à agir dessus, peut provoquer des anomalies gravitationnelles dans notre espace, telles que celles présentes dans le film. Ainsi se termine cette première partie. Christopher Nolan attaque fort en nous proposant, malgré une apparence anodine, une physique très poussée. Nous avons vu que d'un point de vue purement théorique, ça se tient du début à la fin, malgré une petite simplification peu importante et appréciée. Je rappelle tout de même que ce sont des théories qui en sont encore au stade de développement, et vous pourrez sûrement lire ailleurs des choses contradictoires.
Pour ma part, je dis bravo, et nous verrons par la suite si cela continue. Dans une prochaine partie, nous verrons quelles sont les solutions pour sauver l'humanité et nous embarquerons enfin pour le voyage intersidéral. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo d'une série sur la science dans Interstellar. Je ne sais pas combien d'épisodes il y aura, mais j'en prendrai autant qu'il faut pour expliquer dans le détail tous ces concepts bien étranges. Ce premier épisode demandait à avoir une certaine gymnastique de l'esprit, aussi j'espère en avoir perdu le moins possible. Étant un grand fan de science-fiction et de Nolan, vous vous doutez que ce film est l'un de mes préférés. De plus, je suis passionné d'astrophysique, donc c'est avec un réel plaisir que je me suis lancé dans ce projet. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, ça m'encourage à continuer et à faire encore mieux pour la suite. C'est la première fois que je me lance dans un projet tel que celui-ci, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour mettre en avant les qualités et les défauts que vous avez remarqués. Et surtout, le plus important est de partager la vidéo auprès de vos amis qui peuvent être intéressés de découvrir que derrière un film tel que Interstellar, il y a toute une science passionnante qui n'est pas si inaccessible que ça. Enfin, je voudrais remercier David Loapre de Science Étonnante qui fait des vidéos de vulgarisation scientifique de très bonne qualité sur les trous noirs, la physique quantique, les mathématiques, et qui a su me conseiller pour écrire cet épisode. Donc merci à lui et allez jeter un œil sur ce qu'il fait, c'est génial. Sur ces belles paroles, à bientôt.